Oui, en fait, c'est que j'ai pas lu beaucoup ces derniers temps, donc j'avais pas vraiment de fiche de lecture à partager avec vous. Alors, je me suis posé la question, quel est le sujet qui pourrait intéresser le maximum de personnes, le maximum d'entrepreneurs? Qu'est-ce qui s'est passé ces 12 derniers mois? Quel est le phénomène qui a eu le plus d'impact post-crise sanitaire sur les entrepreneurs? Et parler de ce sujet-là en se basant sur les retours que m'ont fait les entrepreneurs que j'accompagne. Alors, à votre avis, quel est ce phénomène qui a eu un très fort impact sur les entrepreneurs et qui s'est produit ces 12 derniers mois? La gestion du stress, le, le recrutement. Le recrutement et le télétravail. Ce que l'on a constaté, c'est que post-crise sanitaire, eh bien, il y a eu ce que j'appelle une rupture, un bouleversement du marché du travail dans le monde entier. Je ne sais pas si vous avez suivi aux États-Unis ce qu'on a appelé la grande démission. En 2021, il y a eu 48 millions d'Américains qui ont changé de travail. Et en 2022, il y a 4 millions d'Américains qui changent de travail tous les mois. Sans aller aussi loin que les États-Unis, en France, on constate que c'est un enjeu absolument colossal. Tous les entrepreneurs avec qui je discute me disent que leur focus numéro 1 aujourd'hui, c'est les RH. Alors, il y a l'aspect recrutement, mais il y a aussi l'aspect fidélisation, parce que mieux vaut garder un collaborateur qu'essayer de le remplacer. Et donc, la question, c'est qu'est-ce qui se passe en ce moment sur le marché du travail et comment gérer la difficulté. Alors, qu'est-ce qui se passe? Moi, mon analyse, c'est que la crise sanitaire a figé le marché du travail. Pendant la crise sanitaire, les gens ne démissionnaient pas, les gens n'embauchaient pas compte tenu des craintes économiques. Et donc, pendant 12-18 mois, le marché du travail a été complètement gelé et la crise sanitaire a masqué la dynamique sous-jacente. Et donc, quand la crise sanitaire s'est terminée, je dirais mi-2021, eh bien, il y a eu un rééquilibrage violent qui s'est traduit par un grand nombre de démissions, un grand nombre de demandes d'augmentation de collaborateurs et une difficulté de recrutement considérable et extrêmement accrue. Et moi, mon constat, mes sources, ce sont les entrepreneurs que j'accompagne. Mon constat, c'est que ce n'est pas une évolution, c'est une révolution. Ce n'est pas un problème conjoncturel, c'est un problème structurel, et que le marché du travail en 2022 est très différent du marché du travail en 2019. Alors, ça, c'est vrai, tout secteur d'activité. Il y a certains secteurs qui ont été particulièrement touchés. Je parle de la restauration, je parle de l'hôtellerie. On a dans les news, on cherche 4000 conducteurs de cars, etc. Il se trouve que dans les entrepreneurs que j'accompagne, il y a une grande majorité de gens qui sont dans le numérique. Et donc, moi, je focaliserai un petit peu mes propos sur le numérique qui a été particulièrement touché. Alors, quand je dis numérique, il faut savoir aussi que ça concerne beaucoup d'entreprises, parce que vous êtes bien conscient qu'aujourd'hui, faire du marketing ou de la communication dans n'importe quelle entreprise, eh bien, le média, ou même du recrutement, eh bien, le média, c'est prioritairement le online. Et donc, quelque part, il n'y a pas que les sociétés IT qui sont touchées par ce phénomène, parce qu'on a toujours besoin de compétences online. Alors, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il y a eu le télétravail, qui est donc un changement structurel. Ce télétravail a eu beaucoup de conséquences. Moi, j'ai un client qui est à Strasbourg et qui, la même semaine, a eu 3 démissions. Il discute avec ses collaborateurs.
Et le collaborateur lui dit, ben voilà, moi j'ai une société canadienne qui me propose de travailler en télétravail, moi j'ai une société parisienne qui me propose de travailler en télétravail, avec des salaires canadiens ou des salaires parisiens qui sont 10, 15, 20% supérieurs aux salaires strasbourgeois. Et donc, fuite des compétences liées à ce télétravail qui a une sorte de nivellement du niveau de salaire, alors que traditionnellement, en région parisienne, il y a quand même des salaires plus élevés qu'en province. Et à cause de ce télétravail, ce nivellement a fait que ça a boosté considérablement la mobilité des compétences numériques en province. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Les meilleurs démissionnent parce qu'ils ont trouvé un job mieux rémunéré. Les 3 exemples que je vous ai donnés à Strasbourg, c'est le cas. Le recrutement est beaucoup plus difficile, beaucoup plus long. Aujourd'hui, moi, le hit parade des postes les plus difficiles à pourvoir, ce sont les commerciaux. Aujourd'hui, il y a une pénurie complète de commerciaux et embaucher un commercial, c'est extrêmement difficile. Et puis derrière, les développeurs et dans une moindre mesure, les gens qui font du marketing online. Donc, des démissions, la possibilité de récupérer les gens à condition d'augmenter leur salaire, ou alors rechercher des remplaçants, sauf que les remplaçants, ce n'est pas du tout les mêmes salaires que la personne qui était partie, c'est des 10 ou 15% de salaire supplémentaire. Alors, et ce constat est généralisé. Moi, tous les jours, j'ai un entrepreneur qui me dit, voilà, je n'arrive pas à recruter. J'ai même certains entrepreneurs dont le chiffre d'affaires est capé par sa capacité de recrutement. Il est sur un marché porteur, il a un potentiel de croissance compte tenu de son pipe de 40%. Il n'a pas les ressources et donc son chiffre d'affaires est capé par sa capacité de recrutement. Et ce n'est pas un cas particulier, c'est relativement fréquent. Et donc, c'est un phénomène majeur. Je ne suis pas sûr que tout le monde en ait pris pleinement conscience. Et c'est pour ça que j'ai choisi de parler de ça aujourd'hui. Alors, que faire face à cette difficulté? Les solutions, c'est d'abord diversifier les canaux de recrutement. Quels sont les canaux de recrutement qui fonctionnent bien aujourd'hui? Le réseau de l'équipe et du dirigeant, le réseau personnel. LinkedIn, qui s'est imposé de plus en plus comme un outil privilégié de recrutement. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais il y a différentes formules d'abonnement à LinkedIn pour recruter. Et il y en a certaines un petit peu plus coûteuses qui donnent accès à des informations extrêmement pointues, en particulier si la personne est en recherche d'emploi ou pas, et donc qui se révèle être un outil très efficace et de plus en plus utilisé pour recruter. Une solution que certaines entreprises utilisent, mais pas toutes, qui est la cooptation. Moi, je recommande systématiquement à toutes les entreprises qui n'ont pas mis en place là de mettre en place de la cooptation, c'est-à-dire que vous donnez une prime à votre salarié qui vous trouve une recrue sur un des postes qui est ouvert. Je fais une petite parenthèse sur la cooptation parce que c'est une solution qui est magique. Et oui. Et pourquoi c'est magique? D'abord parce que c'est un signal positif vers l'équipe. On recrute et on vous demande de nous donner un coup de main. Donc il y a un effet d'équipe. Ensuite, on augmente le réseau que l'on a au réseau de tous les collaborateurs.
Ensuite, il y a un filtrage naturel. Le collaborateur qui recommande quelqu'un, il s'assure que ce n'est pas une bille parce qu'il aurait l'air de quoi derrière. Et donc, il y a un premier filtrage qui est fait par les soins du collaborateur. Ensuite, il y a un incitatif financier pour votre collaborateur. Plutôt que de payer un chasseur de tête avec une grosse prime, mieux vaut payer un collaborateur qui voit un complément de rémunération et donc un complément de fidélisation. Et puis par ailleurs, l'intégration du salarié se passe infiniment mieux parce que le salarié, il a un référent, c'est la personne qui l'a coopté et qui va l'aider à comprendre comment ça marche, etc., etc. Donc on gagne sur tous les tableaux. Pour vous donner des indications, aujourd'hui, les entrepreneurs que j'accompagne et qui ont des primes de cooptation, elles vont de 2 000 à 4 000 euros par recrutement. Et objectivement, compte tenu de tous les mérites que ça a, ce n'est pas très cher. Dans le contexte de déséquilibre entre l'offre et la demande qu'on a évoqué. Donc, les solutions, diversifier les canaux, réseau, LinkedIn, cooptation, chasseurs de tête, réseaux sociaux, sites spécialisés. Le site spécialisé, Welcome to the Jungle. Je ne sais pas si vous connaissez Welcome to the Jungle, mais pour toutes les startups qui cherchent des gens cherchant à être recrutés par une startup, c'est un site privilégié qui a sa propre audience et qui est très, très efficace. Donc ça, c'est la première chose à faire, diversifier ses canaux. Ensuite, consacrer plus de ressources au recrutement. Le recrutement est plus difficile, plus long. Il est nécessaire de consacrer plus de ressources, que ce soit en termes de budget d'annonce ou de chasseurs de tête, ou de ressources en temps. Donc moi, je vous citais l'exemple de cet entrepreneur qui a 4 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il a le potentiel de faire 40% de croissance, sauf qu'il manque de recrues. Et je lui dis, qu'est-ce que tu as fait pour augmenter tes ressources ? Mon assistante, je l'ai dédiée au recrutement. Je dis, mais ce n'est pas du tout suffisant. Ton assistante, elle va consacrer un gros mi-temps au recrutement. Tu vas perdre peut-être des centaines ou 1 million d'euros de chiffre d'affaires compte tenu de ta difficulté à recruter. Il faut que tu embauches un recruteur à temps plein parce qu'il faut que tu prennes conscience que tu es plafonné par ton chiffre d'affaires est plafonné par ta capacité de recrutement. Donc, consacrer plus de ressources humaines et financières au recrutement. Prendre en compte aussi le fait que les cycles seront plus longs, donc anticiper ces délais plus importants et donc ne pas attendre qu'il y ait un trou dans la raquette avant d'avoir commencé à recruter. Outsourcer. On voit également, je vois beaucoup d'entrepreneurs qui ont des gens offshore, par exemple à Madagascar. J'ai au moins 3 ou 4 entrepreneurs qui ont des équipes à Madagascar et qui fonctionnent en télétravail, qui sont très, très, très éduqués, très efficients. Et donc ça, c'est également une autre solution un petit peu low cost. Et là, on a fait à peu près le tour des moyens qui peuvent être mis en œuvre pour essayer de redresser la barre. Voilà. Et donc, je crois que la chose importante, c'est de prendre conscience que c'est structurel, c'est pas seulement conjoncturel, que l'équilibre ne va pas revenir avant des années et que donc, il faut adapter son organisation pour prendre en compte cet état de fait. Je voudrais citer juste comme exemple, c'est que quand vous recrutez à un poste quelqu'un à un salaire de 10 ou 15% supérieur à ce que c'était il y a 2 ans, on crée des déséquilibres salariaux dans l'entreprise.
Et donc, en créant ces déséquilibres salariaux, ça veut dire que quand les collaborateurs s'en rendront compte, ou même immédiatement, si vous avez une transparence, il va y avoir des nouveaux départs, où il va y avoir un rééquilibrage nécessaire. Et donc, ce phénomène de rééquilibrage va prendre des années, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et donc, cette situation de déséquilibre entre l'offre et la demande ne va pas disparaître du jour au lendemain. Et donc, la solution qui est de faire le dos rond n'est pas une bonne solution, parce que c'est se masquer la question et ne pas prendre conscience du vrai problème. Alors, vous me direz, c'est bien joli de recruter en augmentant les salaires. Alors, bien entendu, il y a la solution d'arrêter de recruter. Inutile de dire que ce n'est pas une bonne solution, parce qu'on a toujours besoin de ressources, et la valeur d'une entreprise, c'est essentiellement la valeur des hommes qui la constituent. Et l'impact financier peut être considérable. Une société de services, et pas seulement les sociétés de services, la masse salariale, ça représente généralement 60 à 70% du chiffre d'affaires. Donc, si vous augmentez la masse salariale de 10%, vous augmentez vos charges de 6 ou 7% du chiffre d'affaires. C'est tout ce qui fait la différence entre une entreprise qui gagne de l'argent et une entreprise qui n'en gagne pas. Alors, comment résoudre cette quadrature du cercle? Eh bien, moi, je ne vois qu'une seule solution: reporter l'augmentation des charges dans les prix de vente. Et donc, moi, ma grande recommandation à tous les entrepreneurs, c'est prendre en compte cet état de fait qui est généralisé et augmenter vos prix pour couvrir l'augmentation de votre charge induite par ce déséquilibre dans le marché. Et pas qu'un peu. En imaginant que votre masse salariale augmente de 10%, c'est pas des augmentations très significatives. Et le retour d'expérience que je me permets de partager avec vous, c'est que tous ceux qui l'ont fait, d'une part, ils ont très longuement hésité avant de le faire. Il y a un phénomène psychologique qui se dit, si j'augmente, je vais perdre mes parts de marché, je suis déjà plus cher que mes concurrents, et donc si j'augmente mes prix, qu'est-ce qui va se passer? La réponse à ça, c'est que vos concurrents ont le même problème que vous. La solution, elle s'imposera tôt ou tard, et donc ils augmenteront leurs prix également. Et ne pas augmenter vos prix, c'est juste perdre de l'argent jusqu'à ce que vous les augmentiez comme vos concurrents vont le faire. Et donc, ne soyez pas en retard de phase, augmentez vos prix tout de suite. Et par ailleurs, la période que l'on vit, avec l'inflation que l'on vit, alors je ne sais pas si c'est l'œuf ou la poule, mais il y a un constat, c'est qu'elle est extrêmement propice à une augmentation des prix, et tous ceux qui l'ont fait, parmi ceux à qui j'ai recommandé de le faire, m'ont tous fait le retour que c'est passé extrêmement facilement, et qu'il y a eu un nombre de retours ou de plaintes relativement modestes, et qui peut se gérer au cas par cas. Voilà le petit retour d'expérience que je souhaitais faire avec vous. Pas si vite, pas si vite. Y a-t-il une question pour Tristan? Hop. À deux. Oui, il y a une autre solution aussi complémentaire qui n'est pas, je l'ai donnée. C'est quand vous parlez d'outsourcer, c'est une chose, mais nous, on a fait appel pour des activités qu'on avait en interne à des consultants. Des freelances. Alors... Des freelances. Et ça, on a trouvé que pour certains domaines, c'était beaucoup plus efficace. Je ne parle pas de l'aspect comptable, où on peut toujours faire appel à des experts comptables, mais je parle aussi à des aspects expertise sur des dossiers de qualité, sur tous les dossiers qu'il faut faire pour avoir un enregistrement de produits, de médicaments ou de dispositifs. Et puis également sur les audits, parce que dans le domaine de la pharmacie,
on est surchargé quand on est fabricant d'exigences des autorités dans les différents pays, d'avoir des audits et ça, savoir les mener, c'est un métier en soi. Alors, donc voilà, on fait appel à nous pas mal maintenant. On a trouvé que c'était une bonne solution. Effectivement, c'est une bonne solution. J'ai failli en parler. Et ça a ses limites parce que les consultants sont chers et on ne peut pas compter sur eux dans la durée. Donc si on vise une croissance, mieux vaut avoir ses propres collaborateurs. Par contre, pour des tâches spécifiques, dédiées, limitées dans le temps, faire appel à des freelances, c'est une bonne solution. Il y a une autre solution que je n'ai pas évoquée aussi, c'est recruter à l'étranger. Moi, j'ai un très grand nombre d'entrepreneurs qui recrutent au Maghreb, qui, face à la difficulté de recruter en France, ont mis en place des canaux de recrutement en Afrique, que ce soit en Tunisie, que ce soit au Maroc, que ce soit un peu moins en Algérie, que ce soit dans ces différents pays, parce que les salaires sont sans commune mesure. Vous proposez à quelqu'un un salaire français qui triple son salaire là-bas, eh bien, il fera le déplacement sans problème. Les formalités ne sont pas si compliquées que ça et peuvent se faire relativement rapidement. Et vous aurez droit à une fidélité d'1 an. Parce qu'au bout d'1 an, il aura pris conscience du niveau du marché en France. Et à ce moment-là, il faudra l'augmenter très significativement pour qu'il reste. Mais il y a infiniment plus de ressources disponibles dans ces pays-là qu'en France. Allez, une toute petite question. Oui, donc Tristan, tu parlais de cooptation qui est en effet révolutionnaire, mais souvent ça ne marche pas. Et toutes les entreprises le font. Et sur 100 salariés, on va peut-être avoir 3, 4, 5 cooptations par an, ce qui est finalement assez faible. Et donc pourquoi ça ne marche pas ? Parce que finalement, la cooptation, c'est le fait de dire à ses salariés, s'ils en ont l'occasion lors d'un dîner, de parler de la boîte à leur réseau. Sauf qu'il faut attendre qu'ils aient un contact avec leur réseau, soit un déjeuner, un dîner, et ils vont oublier souvent de le faire. Et Mazella, le patron de Blablacar, ce qu'il faisait, c'était une manière détournée de faire de la cooptation, c'est qu'il allait voir ses managers et il leur disait, il se mettait à côté d'eux, il leur disait « Ok, sors-moi les 5 meilleurs talents de ta promo ou de ton réseau, sors-moi juste les noms ». Et après, c'est Mazella qui contactait les personnes qui étaient smart, voilà, de la part de ses collaborateurs. Donc c'est un petit peu différent et ça marche beaucoup mieux. Super. Et pourquoi je te parle de ça et je vous parle de ça, c'est que donc moi j'ai donc créé une société de logiciel de recrutement. On a 800 clients et on fait donc tout ce qui concerne le recrutement et aussi la cooptation. Et justement, on a créé une techno pour faire cette cooptation comme Mazella. Parfait. J'ai oublié un avantage de la cooptation, c'est que vos salariés deviennent des ambassadeurs de l'entreprise. Ils se sentent la nécessité de vanter les mérites de l'entreprise aux gens qui cherchent à recruter. Et le fait d'être en position d'ambassadeur, ça peut changer leur mindset vis-à-vis de l'entreprise. Le gars qui était un peu râleur parce que ceci, parce que cela, parce qu'il n'avait pas l'équipement, parce qu'il y avait du stress, etc. Le fait de se mettre spontanément lui-même, parce qu'il a choisi en position d'ambassadeur de l'entreprise, eh bien, ça change son mindset et ça fait un collaborateur plus impliqué, plus agréable, plus fidélisé. Donc, encore une fois, ça n'a que des avantages. Et merci pour cette variante qui, effectivement, peut être très, très efficace.